Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le French Podcast. Je suis Charline et comme d'habitude, je suis ravie d'être là avec Emmanuel. Notre mission, vous la connaissez peut-être déjà si vous nous avez écoutés sur nos épisodes précédents. On veut décomplexer, démystifier, bref, rendre l'apprentissage du français accessible et surtout naturel. Emmanuel, t'es prêt ? Toujours prêt, salut à tout le monde. Oui, j'insiste là-dessus. Parler français dans le quotidien, franchement, ça change tout. Petit rappel, l'épisode d'avant, on vous apprenait comment survivre en France sans bouger de votre salon. Et cette fois, on va descendre dans l'arène, les courses, le terrain de jeu où on sonne vraiment français, ou pas. Charline, tu veux commencer par ton histoire à Marseille ou j'y vais ? Attends, je commence parce que celle-là, elle est trop bonne. Premier marché à Marseille ? J'étais jeune, pleine d'enthousiasme et là, j'arrive à un étal. Je demande innocemment. « Bonjour, je voudrais 2 tomates. » Et là, paf ! Le vendeur me répond avec un accent que j'avais jamais entendu et me balance 3 expressions que je comprenais, mais alors pas du tout. Je suis repartie avec des herbes et un sourire d'excuses. Ça m'a appris que vraiment, le marché, c'est tout un monde. Mais oui, c'est ça la magie. Faut oser. Même si on piche pas tout, c'est comme ça qu'on progresse. Et qu'on rigole. Bon, maintenant, un peu de vocabulaire de survie pour le supermarché. Genre le chariot, la caisse, ou demander où se trouve. C'est pas super compliqué, mais il y a toujours des surprises. Je vais donner un exemple. Je cherchais du pain une fois, et j'ai confondu pain de mie et pain complet. J'ai fini par acheter les deux, juste pour ne pas avouer que j'avais rien compris à la réponse du boulanger. Sérieusement, faut pas hésiter à redemander, hein. Mais oui, et surtout, c'est le moment de pratiquer les petites phrases toutes faites. Genre, « Excusez-moi, vous sauriez où je peux trouver le beurre ?» Généralement, la personne va pointer, mais parfois tu te prends une explication digne d'un GPS de compétition. Alors, vous prenez le couloir à droite, après le rayon frais, c'est juste avant les surgelés. Astuce, faites genre vous notez dans votre tête, même si vous êtes perdu. Ouais, et ceux qui bossent en magasin, ils sont habitués. Ça me rappelle la première fois que j'étais à la boulangerie. Je croyais demander du pain complet, mais j'ai insisté sur le complet, et la boulangère m'a regardé un peu bizarre. J'aurais peut-être dû préciser, non ? Tu sais, c'est fou comme une simple question peut tout changer. Vous voulez demander le prix ? Pardon, combien ça coûte ? Ou encore plus poli, pouvez-vous me dire le prix de ceci ? Attention à comment vous vous adressez à la personne en face. Généralement, on vous voit les commerçants, sauf si on sent une ambiance vraiment détendue. Ouais, sauf que j'ai déjà fait la gaffe. Une fois au marché, j'ai voulu acheter des poires, et je me suis retrouvé avec des poireaux. C'est le fameux malentendu anglais-français. Tu demandes « per » et tu te fais comprendre « bah pas du tout ». Toujours vérifier ce que vous montrez du doigt, hein, petit conseil d'amis. Et pour revenir sur le vouvoiement, franchement, vaut mieux trop vous voyer que pas assez. Personne ne vous en voudra, et mieux vaut passer pour trop poli que mal élevé. Ah, ça c'est tout un art. Dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Genre, j'aimerais un peu de ce fromage, ou je préfère celui-ci s'il vous plaît. Mais attention aux quantités, entre un peu, beaucoup, quelques. J'ai souvent fini avec plus qu'espéré. Comme cette fois où j'ai voulu tout goûter au rayon fromage. Je me suis retrouvé à la caisse avec, je crois, au moins 6 fromages différents. La caissière m'a lancé un sourire genre « Il va faire une raclette pour 20 celui-là ?» Oh là là, ça me fait penser. Souvent on dit « je vais prendre seulement un petit morceau » ou « juste une tranche s'il vous plaît ». Les vendeurs sont habitués et ils aiment quand on précise. N'oubliez pas que quelques, c'est 2 ou 3, pas 10. Je vous vois venir là. Et si vous dites « beaucoup », soyez prêts pour un sac bien rempli. Je me suis fait avoir. Alors imaginez, le produit que vous cherchez est introuvable. Qu'est-ce que vous faites ? On demande « Excusez-moi, il n'y en a plus ? Vous avez autre chose à proposer ?» C'est la base et en général vous aurez une suggestion. Et si vous vous trompez ou qu'il y a une erreur, surtout excusez-vous poliment, ça fait toute la différence. Mais oui, faut pas stresser. J'ai vu Charline improviser une masterclass d'humour à la caisse une fois. Genre mauvais produit scanné, elle s'est lancée dans une blague, tout le monde a rigolé et la caissière a corrigé direct. L'ambiance, c'est presque plus important que de ne pas se tromper finalement. Exactement. Et dire « Désolé, je voulais pas ça, c'est de ma faute » ou « Merci beaucoup pour votre aide ». Ça détend l'atmosphère tout de suite. On attaque mon chapitre préféré, les expressions qui dessinent un sourire sur les visages et qui font que tout le monde oublie que vous n'êtes pas d'ici. C'est pas donné. J'en veux bien un petit morceau. Ou le fameux « y a du monde aujourd'hui » à utiliser sans modération pour éviter de passer pour un touriste perdant ses moyens. Ouais, et faites attention à la prononciation. J'en veux bien
Attention au « en », faut le lier, un peu comme « j'en viens ». On va faire le jeu de rôle, Emmanuel. Vas-y, propose-moi un fromage. Vous voulez goûter? J'en coupe un morceau? Avec plaisir, mais juste un tout petit bout, oh, parce que c'est pas donné. Voilà, naturel, pas trop scolaire. Et si vous voulez vraiment sonner local, ajoutez des petits « voilà »,« hop »,« ben » qui ponctuent, mais sans en abuser. Parfois, je me suis fait reprendre quand j'ai voulu être trop formel. Lâchez-vous, mais restez cool, quoi. Alors c'est là que ça peut piquer un peu. Les gestes et expressions à proscrire. Par exemple, évitez de pointer les gens du doigt. C'est mal vu en France. Et évitez toutes les formules trop directes, genre « donne-moi ça », même avec le sourire. Les anglophones, souvent, ils mélangent actually et actuellement. Gros piège. J'ai fait la gaffe en magasin. Je voulais dire en fait, et j'ai sorti actuellement, je cherche du café. Ça a déclenché un fou rire chez la vendeuse. Donc attention aux faux amis. Si vous hésitez, prenez une seconde pour reformuler. Oui, et si jamais vous sentez que vous avez commis un impair, n'hésitez pas à rire de vous-même. On est tous passés par là. On va jouer pour de vrai maintenant. On entre dans un supermarché, avec nos auditeurs. Charline, tu fais la cliente, moi, je fais le vendeur. Bonjour madame, puis-je vous aider? Bonjour? Oui, je cherche du café moulu, mais je sais jamais où il se cache. Alors vous prenez à droite après les biscuits, c'est au fond près du rayon d'été. Super, merci. Il vous reste du pain de mie aussi? Ah non, désolé, rupture de stock aujourd'hui. Mais j'ai du pain complet si vous voulez. Ça ira, je vais essayer cette fois. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Avec plaisir, bonne journée. Voilà, typiquement, observez autour de vous. Les habitués, ils prennent leur temps, ils discutent. Si vous êtes perdu, inspirez-vous, c'est le meilleur apprentissage. C'est bien beau tout ça, mais comment on pratique? Déjà, faites de petits achats, même pour rien, juste pour parler. Ou chez vous, inventez des dialogues. Vous pouvez aussi vous entraîner avec des podcasts, comme on l'a évoqué dans l'épisode sur s'immerger sans bouger du canapé. Moi, j'ai une technique maison. Je parle à voix haute devant les rayons, même si des autres me regardent bizarrement. Genre, où est passé le beurre? Bon, allons voir côté frais. Testez. Franchement, personne ne vous juge. On est tous un peu bizarres parfois. Et si vous avez un partenaire d'entraînement, faites des jeux de rôle. Ou vous filmez pour rigoler ensuite. Tout marche tant qu'on pratique régulièrement. Pour finir sur une note fun, petit quiz express. Charline, je te lance une expression, tu nous donnes le sens. C'est pas donné. Facile, ça veut dire c'est cher. À vous de jouer chez vous les auditeurs, répétez-le avec nous. J'en veux bien un petit morceau. C'est juste pour goûter, donc une toute petite portion. Parfait. Maintenant, on vous défie. La prochaine fois que vous allez en magasin, glissez une expression apprise aujourd'hui. Ou alors, lancez un jeu de rôle avec vos amis ou votre famille. Ça marche toujours. Et si vous nous écoutez encore, bravo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du French Podcast. D'ici là, amusez-vous avec la langue, osez et surtout, gardez le sourire. À bientôt Emmanuel. À la prochaine, Charline. Et salut à tous nos auditeurs. Portez-vous bien et vive le français naturel. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mur que je pense tous ceux qui apprennent le français finissent par heurter. Ah oui, le fameux mur. Le fameux mur. Ce moment où on se rend compte que le français d'Emmanuel, tout propre, tout bien rangé, ça ressemble pas vraiment à celui qu'on entend dans la rue. Pas du tout même. Alors, on a mis la main sur un article assez sympa qui s'intitule « 7 expressions pour ne plus jamais sonner comme un touriste ». Mais notre but, c'est pas juste de faire une liste de vocabulaire. Non, bien sûr. On va essayer de voir ce qui se cache un peu derrière ces mots, de comprendre pourquoi ils sont si importants pour sonner juste, pour décoder la musique de la langue en fait. C'est tout à fait ça. La vraie bascule dans l'apprentissage d'une langue, c'est quand on arrête de traduire dans sa tête pour commencer à ressentir les mots. Oui, Et ces expressions, ce sont des raccourcis vers ça. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des outils culturels, des reflets d'une façon de penser. L'idée, c'est de comprendre pourquoi un Français choisira instinctivement une de ces phrases plutôt qu'une autre qui serait, grammaticalement parfaite, mais... mais qui sonnerait complètement à côté de la plaque. Exactement. Bon, alors, la première, je pense que c'est un monument, un vrai pilier de la langue parlée. Ah, je vois de laquelle vous parlez. C'est l'expression « avoir la flemme ». Si on essaye de traduire ça mot à mot, ça donne un truc qui veut rien dire. Rien du tout. Au cours, on apprend « être paresseux ».
Mais dans la vie de tous les jours, tout le monde dit « j'ai la flemme ». Par exemple, l'autre jour, je devais absolument aller à la poste, mais il pleuvait, et je me suis dit « non, j'ai la flemme ». C'est instantané. Et ce qui est génial avec cette expression, et c'est là toute la différence, c'est qu'elle déculpabilise. Ah, c'est intéressant ça. Quand on dit « je suis paresseux », c'est une définition de soi, un trait de caractère, presque un défaut permanent. Alors que « j'ai la flemme », c'est une sensation passagère, un état. C'est comme avoir faim ou avoir froid. C'est exactement ça. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, dont vous n'êtes pas entièrement responsable. C'est une excuse socialement acceptable pour ne pas faire quelque chose. C'est la petite musique de la procrastination douce. J'adore l'expression procrastination douce. C'est exactement ça. Donc si je comprends bien, c'est pas « je suis un paresseux », c'est « là, maintenant, mon niveau de motivation est à zéro ». Voilà, c'est beaucoup plus subtil. Et ça nous amène à une autre expression qui sert, elle aussi, à gérer une situation de manière fluide, « laisse tomber ». Alors celle-là, je l'utilise au moins 10 fois par jour. Ah oui, elle est essentielle, indispensable. J'essayais d'expliquer à un ami comment monter un meuble suédois par téléphone l'autre jour. Au bout de 5 minutes de « non, la vis B2 dans le trou F7 », je l'ai entendu soupirer et j'ai juste dit « tu sais quoi, laisse tomber, je passe ce soir ». Et ça a tout changé. Ça a instantanément désamorcé la situation. C'est un parfait exemple. On pourrait voir « laisse tomber » comme un panneau de signalisation dans la conversation. Un panneau qui dit « stop ». Cette route ne mène nulle part. Revenons à l'essentiel. Oui, c'est une bonne image. Ça évite que tout le monde se fatigue pour un détail, que la conversation s'enlise. C'est un outil pour préserver ce qu'on pourrait appeler l'harmonie du moment. On choisit la relation plutôt que d'avoir raison à tout prix sur un point technique. Mais est-ce que ça ne peut pas être perçu comme un peu méprisant parfois ? Comme si on disait à l'autre bon, de toute façon, tu vas pas comprendre, alors arrêtons là. C'est une excellente question, et tout est dans le ton, bien sûr. D'accord. Si c'est dit d'un ton sec et impatient, ça peut être très cassant. Mais 90% du temps, c'est dit avec un léger sourire ou un petit geste de la main, et ça signifie au contraire c'est pas grave, notre bonne entente est plus importante que ce détail idiot. C'est une marque de fluidité sociale de savoir quand lâcher prise. Et ce lâcher-prise, parfois, il est plus difficile à attendre. Surtout quand on fait face à une situation qui nous dépasse complètement. Ah oui, Ce qui m'amène tout droit à l'expression suivante, qui me fascine, c'est n'importe quoi. à un autre monument. Je l'entends partout, mais j'ai l'impression qu'elle peut vouloir dire 10 choses différentes. On l'utilise pour un film qu'on n'a pas aimé, une décision politique, un collègue qui raconte une histoire invraisemblable. Comment est-ce qu'on s'y retrouve assez ? C'est vrai, son champ d'application est immense, mais je pense que le point commun, c'est toujours une réaction face à un manque de logique, de cohérence ou de sens. D'accord. Ce n'est pas juste pour dire « c'est le bazar ». Non, c'est un jugement qui dit « ça défie la raison ». Il y a derrière ça une attente de rationalité, qui est très ancrée dans la culture française, et une exaspération quand cette attente n'est pas comblée. C'est une façon d'exprimer son désaccord avec la réalité telle qu'elle se présente. Donc il y a une dimension de jugement intellectuel, pas juste une émotion. Exactement. Et comme pour laisse tomber, le ton est absolument crucial. Dites « c'est n'importe quoi », en levant les yeux au ciel avec un sourire, et ça veut dire « quelle situation absurde et amusante ». Oui, Dites-le en serrant les poings, et c'est une véritable explosion de colère face à une injustice. Cette expression, c'est un exutoire. C'est la soupape de sécurité verbale quand la logique a quitté la pièce. justement, après s'être énervé contre une situation qui est n'importe quoi, on a souvent besoin de tout lâcher, de déconnecter. Ce qui m'amène à une de mes expressions préférées. Ah, Une qui est purement positive et qui est une véritable célébration du lâcher-prise. Faire la grasse matinée. Il y a quelque chose de tellement poétique, de tellement gourmand dans cette image d'une matinée grasse. c'est une image magnifique. Et ça en dit long sur le rapport au temps et au plaisir. Dans certaines cultures, dormir tard peut être vu comme de la paresse, une perte de temps. Oui, c'est vrai. En France, faire la grasse matinée, ce n'est pas juste dormir. C'est un rituel, un droit sacré du week-end. C'est l'acte de savourer le temps qui s'étire, sans la contrainte du réveil. Le mot « grasse » suggère l'abondance, la richesse. On s'offre un surplus de temps, un luxe. C'est ça, l'expression elle-même est une invitation à la douceur de vivre. C'est un mini-luxe qu'on s'accorde. Et ce qui est intéressant, c'est que personne ne dirait « j'ai dormi tard ». Ça sonne factuel, presque clinique. Alors que « j'ai fait une grasse mat », ça raconte déjà une histoire de plaisir et de détente. Tout à fait.
C'est un choix de mots qui valorise l'expérience elle-même. Et cette idée de choisir le mot juste pour être efficace et aller à l'essentiel, on la retrouve dans l'expression suivante, qui est beaucoup plus... Pragmatique. Oui, là on revient sur Terre avec la 5e idée du jour. Ça marche. C'est le remplacement quasi systématique du « d'accord » qu'on apprend dans les toutes premières leçons de français. C'est vrai? C'est simple, c'est efficace. On se voit à 20h devant le ciné? Ça marche. Fin de la discussion. C'est le clic de validation d'un plan. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que le mot implique. D'accord est passif, c'est un constat. Ça marche, c'est actif. Ça sous-entend que le plan est fonctionnel, que les rouages sont en place, que l'action peut se mettre en route. Il y a une énergie dedans. Oui, une dynamique qui n'existe pas dans d'accord. Mais attention, il y a peut-être un piège pour ceux qui apprennent, non? On ne peut pas l'utiliser dans n'importe quel contexte. C'est le genre de détail qui peut trahir. Absolument. C'est un excellent marqueur du registre de langue, on le dit à ses amis, à ses collègues, même à un artisan. Mais vous n'accepteriez pas une offre d'emploi formelle par email en répondant « ça marche ». Non, c'est sûr. Vous ne le diriez pas non plus à un agent de police qui vous donne une instruction. Son usage est très large dans le quotidien, mais il s'arrête net à la porte du langage formel ou solennel. Savoir où se trouve cette porte, c'est une étape clé pour maîtriser la langue. C'est vrai. Cette idée d'efficacité et de dynamisme dans sa marche, on la retrouve puissance 1000 dans le mot suivant, qui est pour moi le couteau suisse de la langue parlée. Ah oui, Bref, le champion de la concision. exactement. Il a ce double usage génial, soit pour abréger une histoire qui part dans tous les sens. Ouais. Je suis parti en retard, il y avait des embouteillages, j'ai pas trouvé de place pour me garer, bref, je suis arrivé en retard. Classique. Soit pour se recentrer après une parenthèse. Et d'ailleurs, ce restaurant, il faut qu'on l'essaie un jour. Bref, je te disais que j'avais des nouvelles de Sophie. C'est un outil de navigation orale. C'est plus que ça, c'est presque un élément de ponctuation, mais à l'oral. C'est comme un point ou un retour à la ligne. C'est un signal lumineux qu'on envoie à notre interlocuteur et qui dit « Bref, fin de la parenthèse, retour au sujet ». Ou « Attention, je saute les détails et j'arrive à la conclusion ». Ça structure la pensée. Ça structure la pensée à voix haute et ça montre qu'on respecte le temps de l'autre. On évite de le noyer dans des détails inutiles. Il a aussi été énormément popularisé par la série du même nom. Bref, non? J'ai l'impression que depuis, une génération entière l'utilise comme une virgule. Ah oui, la série a cristallisé son usage et l'a rendu encore plus iconique, c'est certain. Elle a parfaitement capturé cet esprit de notre époque qui valorise la vitesse, la synthèse, l'efficacité narrative. Le mot existait bien avant, mais la série en a fait un véritable type de langage culturel, quoi. Un symbole. Et pour la dernière expression, on quitte l'efficacité pour revenir à quelque chose de beaucoup plus social et subtil. C'est la différence, qui me semble énorme, entre boire un verre et prendre un verre. Ah oui, la nuance est capitale ici. Et elle est presque invisible si on se contente de la traduction. Pour moi, boire un verre, ça décrit l'action physique. J'ai soif, je vais boire un verre d'eau. Mais l'invitation, le moment social, c'est toujours on va prendre un verre. Toujours. C'est une proposition qui va bien au-delà de la boisson. C'est parce que prendre un verre est une institution sociale. La boisson, que ce soit un café, un Perrier ou un verre de vin, n'est qu'un prétexte. Le véritable objet de l'invitation, c'est l'échange, la conversation, le lien. C'est un cadre. C'est un cadre. On dit « on va prendre un verre » pour dire « passons un moment ensemble dans un cadre neutre, informel et sans engagement ». C'est moins impliquant qu'un dîner, plus long qu'un simple café. C'est le point d'entrée parfait pour toutes sortes d'interactions, amicales, professionnelles, amoureuses. L'acte est social avant d'être un acte de consommation. On achète du temps de qualité avec l'autre. Donc, si on fait le bilan de tout ça, on se rend compte que ce ne sont pas juste des phrases à apprendre par cœur. C'est fascinant. On peut presque raconter une journée type avec ces expressions. Ah, j'aime bien l'idée. On se lève en rêvant de faire la grasse matinée, mais on n'a pas le choix. Au travail, on tombe sur un dossier qui est n'importe quoi. On veut en parler à un collègue qui, pressé, nous dit « laisse tomber ». Pour se détendre le soir, on propose à un ami d'aller prendre un verre. On se fixe rendez-vous, il répond « ça marche ». On lui raconte notre journée et on conclut par « bref, c'était l'enfer ». Et en rentrant chez soi. Et en rentrant chez soi, on pense au lendemain en se disant « pfff, j'ai dit à la flemme ». C'est une synthèse parfaite. Ça montre à quel point ces expressions sont le tissu de la conversation quotidienne. Et ça m'amène à une dernière idée. Le vrai secret, au-delà de connaître ces phrases, c'est de développer une oreille. D'écouter. D'écouter activement. Dans quel contexte les gens les utilisent, avec quelle intonation, en réponse à quoi. C'est ce travail d'immersion qui permet de passer de la connaissance intellectuelle d'une expression à son usage instinctif. Le but, c'est que le « ça marche » ou le « laisse tomber » sorte tout seul, sans réfléchir, parce qu'on a intégré non seulement son sens, mais aussi sa fonction,
sa musique. Passer de la partition à l'interprétation, c'est un objectif magnifique. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était vraiment passionnant. Le plaisir était pour moi. Et ça laisse avec une dernière pensée une question à se poser. On a vu comment la langue vivante s'éloigne des manuels. Alors, ça amène à s'interroger sur sa propre langue maternelle. Quelle est la chose la plus surprenante, la plus étrange ou la plus drôle qu'on ait pu réaliser sur notre propre façon de parler, juste en prenant le temps d'écouter les autres, pour de vrai, au quotidien? La réponse est souvent pleine de surprises.